Bonjour à tous, donc comme c'est prévu, notre TD aujourd'hui portera sur l'instrumentation parodontale non chirurgicale. Le plan de travail sera comme suit: introduction, classification des instruments parodontaux, les différentes parties d'un instrument parodontal type, les sondes parodontales, les sondes exploratrices, les instruments de détartrage et enfin une petite conclusion. Les instruments parodontaux sont conçus pour des usages spécifiques tels que l'élimination du tartre, le surfaçage radiculaire, le curetage gingival ou l'élimination des tissus atteints. À première vue, le nombre d'instruments disponibles pour des usages similaires semble assez étonnant. Cependant, et avec l'expérience, le clinicien arrive à choisir un nombre assez restreint d'instruments qui rempliront tous les usages nécessaires. Classification des instruments parodontaux. Les instruments parodontaux sont classés d'après leur usage comme suit: les sondes parodontales utilisées pour la localisation, la mesure et le marquage des poches pour déterminer leur trajet sur chaque face dentaire, les sondes exploratrices utilisées pour localiser les dépôts et les caries, les instruments de détartrage et de surfaçage servent pour les usages suivants: l'élimination des dépôts calcifiés de la couronne et de la racine d'une dent, élimination du sément nécrotique altéré de la surface radiculaire sous-gingivale et débridement des tissus mous revêtant la poche. Ces instruments sont classés comme suit: les détartreurs falciformes, qui sont des instruments épais utilisés pour éliminer le tartre supragingival. Des houes, des ciseaux à émail et des limes utilisés pour éliminer le tartre sous-gingival tenace et le sément nécrotique. Leur utilisation est limitée comparée à celle des curettes. Ces dernières sont des instruments fins utilisés pour le détartrage et le surfaçage radiculaire sous-gingival et l'élimination des tissus mous revêtant la poche. Les instruments à ultrasons sont utilisés pour le détartrage et le nettoyage des surfaces dentaires et le curetage de la paroi tissulaire molle de la poche parodontale. Les instruments de nettoyage et de polissage tels que les cupules en caoutchouc, les brossettes, les strips interdentaires sont utilisés pour le nettoyage et le polissage des surfaces dentaires. Les différentes parties d'un instrument parodontal. Tous les instruments à main comportent trois parties: une lame ou bien une extrémité travaillante, un corps et un manche. Les manches des instruments sont variables en longueur et en angulation de telle sorte qu'on puisse avoir des instruments droits ou bien courts. Le corps est la partie de l'instrument reliant l'extrémité travaillante au manche. Le choix de la forme, de longueur et de la résistance du corps est très important pour une suppression effective et efficace des dépôts sur les dents. L'extrémité travaillante est la partie de l'instrument qui est au contact de la dent et effectue réellement le travail. On classe les instruments à partir de la forme particulière de leur extrémité travaillante, en instrument simple avec une seule extrémité travaillante et instrument double possédant deux extrémités travaillantes situées de chaque côté du manche. Ces deux extrémités sont en général soit appariées, ça veut dire des images réfléchies l'une de l'autre, ou bien complémentaires. Certains instruments sont fabriqués avec des tiges de remplacement qui se vissent dans un manche séparé. Après avoir la classification générale des instruments parodontaux non chirurgicaux, on commence tout d'abord par les sondes parodontales, qui présentent comme définition des instruments de diagnostic en parodontologie, utilisés principalement pour mesurer la profondeur des poches et déterminer leur topographie. Comme tous les instruments, la sonde parodontale est composée d'un manche, un corps et une extrémité graduée en millimètres. Ces instruments de diagnostic se présentent sous la forme d'une tige effilée avec une pointe arrondie émoussée. Certaines comportent un angle coudé qui joint la tige au corps de l'instrument afin de lui permettre de mieux atteindre les différentes faces dentaires, mais il existe de nombreux autres types de sondes parodontales. Pour ces types de sondes, on commence tout d'abord par la sonde de Marquis. Sa partie travaillante présente une alternance de section noire de 3 mm. Deuxièmement, la sonde de l'Université de North de Carolina. Elle présente une longueur de 15 mm avec un marquage millimétrique en bande noire au 5e, 10e et 15e mm. Troisièmement, la sonde de Williams, avec une tige droite à double angulation graduée comme suit: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9 et 10. Quatrièmement, la sonde de Michigan, qui présente un marquage à 3, 6 et 8
mm. Cinquièmement, on a la sonde de l'OMS, qui est caractérisée principalement par la présence d'une boule terminale de 0,5 mm de diamètre, qui permet d'éviter les erreurs et les variantes entre les examinateurs. Elle présente une seule bande noire entre 3,5 et 5,5 mm. Et enfin, on a la sonde de Nabels, qui est une sonde courbe présentant des graduations de 3 mm, utilisée principalement pour l'évaluation des ondes de furcation. Et pour les impératifs d'utilisation de la sonde parodontale, la sonde doit être prise comme un porte-plume avec un point d'appui sur une surface dure, et elle doit être orientée selon le grand axe de la dent, avec une pression constante. Et lors du sondage parodontal, l'insertion doit être douce en gardant un contact le long de la racine dans l'axe général de la dent. Et l'insertion est stoppée par le fond du sulcus gingivo-dentaire ou un spicule de tartre. Dans ce cas, il faut toujours essayer de contourner l'obstacle en écartant la pointe de la sonde, mais sans augmenter la pression, qui doit être entre 25 et 75 grammes. Les sondes exploratrices sont des instruments légers, fins et hautement trempés. On en distingue deux grands types, les sondes falciformes numérotées en 23 et les sondes constituées par une tige avec un contre-angle qui se termine par une pointe à angle droit, numérotée en 17. Ces sondes sont utilisées pour la localisation des dépôts sous-gingivaux avant de procéder au détartrage et de vérifier si la racine est bien lisse après le traitement. Les instruments de surfaçage et de détartrage, parmi lesquels figurent les curettes, les détartreurs, les limes, les ciseaux à émail, les grattoirs ou... Ces derniers servent à éliminer les dépôts calcifiés de la couronne et de la racine d'une dent, l'élimination du sément nécrotique altéré de la surface radiculaire sous-gingivale, le débridement du tissu mou revêtant la poche. Les grattoirs, ce sont des détartreurs utilisés pour éliminer le tartre supra, juxta et légèrement infragingival. Du fait de sa forme, il serait difficile d'insérer profondément la lame sous la gencive sans blesser les tissus gingivaux environnants. Il possède deux arêtes coupantes sur les côtés de la lame qui se rejoignent pour former une pointe. La surface faciale est plate ou incurvée. En coupe, la lame a une forme triangulaire avec deux arêtes tranchantes. La surface faciale fait un angle de 90 degrés avec les corps, bras inférieurs. Utilisation, elle est comme suit, commençant tout d'abord par son emplacement. On place la lame sur la dent de façon telle que l'angle entre la face de l'instrument et la surface dentaire soit inférieur à 90 degrés mais supérieur à 45 degrés. Après avoir placé l'instrument selon son angle approprié, on passe à l'acte proprement dit, qui est un mouvement de traction tout en appliquant une certaine pression requise. On trouve deux types de détartreurs falciformes, les détartreurs droits et les détartreurs incurvés ou angulés. Les détartreurs droits ou angulés ont la même extrémité travaillante, mais les détartreurs angulés possèdent un corps courbe afin de s'adapter aux dents postérieures. Le détartreur droit a un corps droit pour l'utilisation dans les zones antérieures ou prémolaires. Parmi les différents types de grattoirs, nous retiendrons les instruments les plus utilisés, à savoir, on cite en premier lieu le détartreur de type fossile, dit le crâne Kaplan, numéro 6, ou connu sous le nom du CK6, et la version mini CK6 S204S aux dimensions plus réduites permettant un accès aux espaces interproximaux plus étroits. On a aussi le grattoir type Zerfing, il se différencie des autres détartreurs par la forme trapézoïdale de sa forme. On note aussi le grattoir de Towner, Devin, Thorpe, Jacquet, les Iéna et celle de Darby Perry. Les grattoirs en forme de houe. Ils sont utilisés pour le surfaçage et le polissage des surfaces radiculaires, ce qui permet l'élimination des débris de tartre et de sément ramolli. Les houes numéro 11-12
et 13-14 sont des instruments doubles conçus pour donner accès à toutes les faces radiculaires. La lame est recourbée formant un angle de 99 degrés. Le bord coupé est formé par la jonction de la face terminale aplatie et la face interne de la lame. Le bord coupant est biseauté à 45 degrés. La lame est légèrement recourbée de sorte qu'elle puisse garder le contact en deux points sur une surface convexe. Le dos de la lame est arrondi et son épaisseur a été réduite au minimum pour lui permettre d'atteindre les racines au niveau des poches profondes sans qu'elles soient gênées par les tissus adjacents. Pour leur utilisation, on insère la lame à la base de la poche parodontale de sorte qu'elle touche la dent en deux points de contact. Ceci stabilise l'instrument et permet de ne pas abîmer la racine. On applique à cet instrument un mouvement ferme en direction de la couronne en s'efforçant de préserver les deux points de contact avec la dent. Pour les grattoirs de McColl, ils sont conçus pour donner accès à toutes les surfaces dentaires. Chaque instrument a une relation angulaire différente avec le corps et le manche. Pour le grattoir OU antérieur, il est utilisé pour les faces labiales antérieures et linguales. Il convient également aux incisives inférieures inclinées oralement. Pour le grattoir OU latéral, il est utilisé pour les faces vestibulaires et linguales de toutes les dents. Il convient également pour les furcations. Le grattoir OU postérieur, il est utilisé pour les faces mésiales et distales des molaires. Il convient également pour les furcations. Cette figure nous montre le grattoir OU et son utilisation surface par surface. Les curettes. La curette est un instrument de choix pour éliminer le tartre sous-gengival profond, pour le surfaçage radiculaire du sément altéré et pour éliminer les tissus mous revêtant la poche. Par conséquent, les curettes ont un meilleur accès aux poches profondes avec un traumatisme minime des tissus mous. Elles sont plus fines que les détartreurs falciformes et ne possèdent aucune partie ou coin aiguisé si ce n'est les bords coupants de la lame. Il y a deux types principaux de curettes, les curettes universelles et les curettes spécifiques. Pour les curettes universelles, elles se caractérisent par une section en forme de demi-cercle pour ne pas lacérer les tissus adjacents, une extrémité arrondie, l'angle entre la face faciale et le dernier segment du corps de la curette universelle est de 90 degrés. On cite comme exemple la curette Barnard et la curette Columbia. La curette universelle numéro 17-18. Elle a un corps qui forme un contre-angle et une tige en forme de cuillère. La face interne est plate, l'externe est arrondi et forme deux rebords coupants à l'endroit où elles se rejoignent. Les curettes de Gracie. Ce sont des curettes spécifiques qui se caractérisent par une section en forme de demi-cercle et une pointe arrondie comme les curettes universelles. Ces curettes sont probablement les meilleures pour le détartrage et le surfaçage radiculaire. Il y a différentes séries de curettes Gracie qui vendent par couple. On a les Gracie numéro 1 et 2 qui sont destinées pour les faces vestibulaires et linguales des canines et des incisives, les Gracie numéro 3 et 4 pour les faces mésiales et distales des canines et des incisives, les Gracie numéro 5 et 6 pour les dents antérieures et bicuspidées, les PM, les Gracie numéro 7 et 8 pour les faces vestibulaires des prémolaires et des molaires, les Gracie numéro 9 et 10 pour les faces linguales des prémolaires et des molaires, les Gracie numéro 11 et 12 pour les faces mésiales des prémolaires et des molaires, les Gracie numéro 13 et 14 pour les faces distales des prémolaires et des molaires. Notez bien qu'une addition récente de curettes Gracie numéro 15, 16 et 17, 18 a été faite. Les Gracie numéro 15 et 16, ce sont les modifications du numéro 11 et 12.
Les numéros 17 et 18 sont les modifications du numéro 13 et 14. Les curettes graissées se différencient des curettes universelles par leur partie active ou lame qui est courbée selon deux plans pour une meilleure adaptation à la surface à nettoyer. L'angle entre la face faciale et le dernier segment du corps de la curette est de 70 degrés. Seul le côté le plus déclive de la partie active est tranchant, lorsque le dernier bras du corps est maintenu à la verticale. C'est donc avec ce côté que le surfaçage sera réalisé. La figure ci-dessous nous montre les curettes graissées qui vont par couple. Utilisation de la curette. L'insertion de la tige au fond de la poche. Le rebord coupant attaque le revêtement de la poche pour l'empêcher de s'éloigner de la curette et avec une légère pression digitale sur la face externe de la paroi. La figure ci-dessous nous le montre si bien. Les curettes sont utilisées pour les concrétions sous-gingivales qui peuvent être éliminées sans anesthésie. Cette figure nous montre les curettes de gauche à droite selon un code de couleur. On a les curettes universelles qui sont en jaune et dont la largeur varie de 1 à 2 mm. Les curettes pour les dents antérieures qui sont en orange et les curettes pour les dents postérieures qui sont en rouge. Ces curettes ont 0,95 mm de largeur. La préhension de la curette. Elle se prend comme un miroir ou sonde. Elle est tenue par une prise dite stylo modifiée. Le majeur est placé sur l'instrument le plus près possible de l'extrémité travaillante. L'index sur le manche du même côté. Quant au pouce, il se tient à l'opposé de l'index. Cette préhension doit être fixe. Les caractéristiques différentielles entre curette et grattoir. Pour les grattoirs, à l'exception du grattoir houx, ils ont un bout pointu, une section triangulaire et deux bords tranchants. Pour les curettes, elles ont un bout arrondi, une section en demi-cercle, deux bords tranchants pour la curette universelle et un seul bord tranchant pour la curette spécifique qui se situe le plus bas. Les ciseaux à émail. Ils sont conçus pour le grattage des faces proximales de dents trop serrées pour permettre l'emploi d'autres grattoirs. Il est habituellement utilisé dans la partie antérieure de la bouche. La figure ci-dessous nous montre la position du ciseau à émail au niveau de la face proximale de la 31. Le ciseau à émail est un instrument double avec un corps courbe et droit. Les lames sont légèrement recourbées avec un bord coupant rectiligne biseauté à 45 degrés. Pour son utilisation, le ciseau est inséré à partir de la face vestibulaire. La légère courbure de la lame permet de la stabiliser contre la face proximale, alors que le bord coupant attaque le tartre sans abîmer la dent. L'instrument est activé en poussant le côté de la lame fermement maintenu contre la racine. Les limes. Les limes furent très courantes à une certaine époque, mais elles ne sont plus utilisées pour le détartrage et le surfaçage radiculaire et les rendent rugueuses. Elles sont parfois utilisées pour éliminer les rebords de la restauration dentaire saillante. Les instruments soniques et ultrasoniques. On peut utiliser les vibrations ultrasoniques dans les opérations de détartrage, de curetage et d'élimination des pigmentations. Il existe deux types d'unités à ultrasons qui sont la magnétostrictive, où les vibrations de la pointe sont elliptiques et donc tous les côtés peuvent être utilisés. Piézoélectrique, le motif de la vibration de la pointe est linéaire et donc seulement les deux côtés de la pointe sont actifs. Les vibrations ultrasonores vont de 20 000 à 45 000 cycles par seconde. Ils opèrent dans un terrain humide
et ont des sorties d'eau attachées. En conclusion, il faut connaître que pour avoir une instrumentation efficace, il faut se préoccuper du confort du patient, de l'opérateur et de toute l'équipe soignante. Parmi les besoins fondamentaux qui assurent ce confort, on cite en premier lieu la visibilité et l'accessibilité de l'éclairage, c'est-à-dire une bonne accessibilité facilite la perfection de l'instrument. Obtenir l'écartement nécessaire en utilisant les doigts, le miroir ou les deux ensemble pour obtenir l'écartement selon l'emplacement de la zone d'intervention. Tenir fermement l'instrument et stabiliser la main, c'est une condition essentielle permettant d'éviter de blesser le patient. Maintenir un champ propre et enfin traiter la bouche méthodiquement et prévoir à chaque visite 2 traitements. Merci pour votre attention.